RMC, After Paris, François Pinet. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le 12e épisode de cette saison d'After Paris 2025-2026. Vous le savez, After Paris à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur l'appli RMC, à retrouver aussi à la télé, sur After Foot Télé, et puis sur YouTube bien sûr. Pense à t'abonner, pense à laisser des commentaires, à liker également pour ne pas rater les épisodes d'After Paris, le podcast de ceux qui vénèrent encore aujourd'hui Amara Diané. C'est le cas de Julien Taxis. Salut François, salut After Paris. Pourquoi Amara Diané ? Je vois. Non. Bah oui, t'as raison. Sans lui, l'histoire aurait été différente. Vénère quand tout même. À fait, hein, tout à fait. Quand même, voilà, des 2 buts contre Sochaux, on s'en souvient. Le sauveur. C'est sans doute le cas de Clément Pernia, journaliste, auteur, Paris United également. Salut Clément. Salut François, Merci salut d'être à avec tous. nous. Moi je vénère Jérémy Clément qui avait égalisé contre Saint-Etienne à l'avant-dernière journée au Parc des Princes. Ah aussi, on important. l'oublie beaucoup celui-là, On mais l'oublie trop. s'il égalise pas, il n'y a peut-être pas de Sochaux. On vénère Diané et Clément, pas de problème. Et puis Fabrice Hawkins, qu'on a le plaisir de retrouver dans After Paris. Salut Fabrice. Salut les gars. C'est un After Paris pour toi. Pourquoi ? Parce qu'on va parler mercato. Ah. Oui. Ça Merci, fait plusieurs merci épisodes de me mettre à l'honneur. qu'on demande et qu'on nous réclame la liste de Luis Campos. C'est maintenant. Non, je plaisante. on l'a pas. Non, mais on va avoir la liste de Julien et la liste de Clément. On vous a demandé de faire une petite liste de vos vœux. Hein. Forcément, C'est c'est mis pas dans des la peau de Luis informations. Campos, on a fait un petit voilà. peu de FM. Pour connaître un petit peu les désirs de Clément et de Julien pour ce mercato parisien, que ce soit cet hiver ou à l'avenir. Ça, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter en commentaire, à mettre vos joueurs que vous souhaiteriez voir au Paris Saint-Germain. On va parler bien sûr aussi des prolongations de contrat. Il y a des informations que Fabrice va nous donner dans un instant. Et puis potentiellement donc de ces joueurs qui pourraient arriver au PSG. D'abord, je voudrais faire un constat avec vous sur le mercato qui a eu lieu donc l'été dernier avec ces 2 recrues, Zabarni et Chevalier. Zabarni, on le rappelle, recruté pour plus de 60 millions en provenance de Bournemouth, dans le top 10 des recrues les plus chères du club. Il a fait quelques prestations abouties, on pense au match contre le Barça, mais c'est vrai que depuis c'est plus compliqué. Et puis Lucas Chevalier, un choix fort, on en a parlé dans cette émission, de le recruter, de remplacer Donnarumma par le gardien lillois pour 40 millions d'euros. Et pour l'instant, c'est vrai que le constat, c'est qu'il n'a pas vraiment réussi de grosses prestations. Est-ce que, d'abord, Fabrice, on est déçu du rendement des 2 recrues de l'été à Paris ? Non, au Paris Saint-Germain, on veut leur laisser du temps. C'est vrai qu'il y a une grande confiance dans ces 2 joueurs-là qui sont allés chercher. On vient de voir les prix, 60, 40, 100 millions d'euros. Ces 2 joueurs-là qui sont relativement jeunes. Le club a bon espoir qu'ils puissent montrer la plénitude de leur talent. Ils insistent aussi sur le fait que ce sont 2 joueurs qui ont été performants par le passé, qui le sont aussi au quotidien à l'entraînement, qui ont déjà fait des bons matchs. Alors, ils sont conscients des limites qu'il y a pu avoir sur certains matchs, mais ils sont quand même confiants sur leur capacité à rebondir et à montrer leur meilleur visage dans les semaines, les mois à venir. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mercato pour l'instant pas raté, mais pas réussi. Qualitativement, non. Je vais aller dans le sens de Fabrice. Il faut quand même remettre un petit peu toutes les choses dans leur contexte. Ils découvrent tous les 2 non seulement un nouvel univers, un nouveau style de jeu. Zabarni, par exemple, défendait en individuel à Bournemouth. Là, il se retrouve dans des configurations parfois, sur une défense à 4. Là, on est souvent sur une défense à 3. Il y a eu ce match, effectivement, référence au Barça pour Zabarni. Pareil pour Lucas Chevalier, qui n'était pas au centre du projet de jeu de Bruno Genesio à Lille, qu'il l'est désormais avec Luis Enrique. Il faut aussi digérer un petit peu toutes ces méthodes en match et à l'entraînement. Pour terminer sur Lucas Chevalier, effectivement, il n'y a pas de match référence. Maintenant, la vérité, elle arrivera au printemps pour Lucas Chevalier, qui change complètement de métier. Ça, je le redis toutes les semaines, mais quand tu es à Lille, en Ligue des Champions, tu as 10-15 arrêts à faire. C'est plus simple de briller et de devenir le héros que quand on a 2 ou 3. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il fasse ces 2 ou 3 arrêts. Pour terminer sur le mercato, qualitativement non, quantitativement, et c'est là où on en viendra on arrivera peut-être après, ça manque peut-être d'1 ou 2 éléments pour donner un peu plus de profondeur. Restons sur Zabarni Chevalier, les 2 choix de l'été. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un peu plus de renouvellement, même si Luis Enrique a été clair, il ne voulait pas forcément toucher à l'équilibre de son groupe, mais sur les choix de Zabarni quand même, qu'on est allé chercher dans un club, pas un grand club anglais. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes quand même aujourd'hui, non Clément ? Je trouve qu'on est quand même assez dur de manière générale, assez impatient, mais j'ai envie de dire c'est inhérent au PSG. Les mêmes qui disent qu'on juge la saison du PSG à partir de février-mars font des constats définitifs presque au mois de septembre, octobre, novembre. Les 2 cas sont un peu différents. Chevalier, c'est un choix sportif de Luis Enrique, c'est assumé. À partir du moment où c'est assumé,
laissons-lui du temps comparé au temps qu'on a laissé à son prédécesseur. Et à la rigueur, si ça marche pas, penchons-nous sur le choix de Luis Enrique, pas moins sur Chevalier. Sur Zabarni, c'est différent. Sur Zabarni, depuis le début, on nous vend qu'il est là pour être accompagné par Marquinhos, pour ensuite prendre la relève progressivement d'ici 6 mois, 1 an. Finalement, on lui laisse même pas le temps de s'acclimater. Au bout d'un match, 2 matchs, on tire des constats à boulet rouge. Puis à Barcelone, on dit que c'est super. Puis après, le match suivant, on dit que c'est plus super. En fait, on change d'avis à chaque fois. C'est compliqué. Je suis un peu moins d'accord sur l'aspect numérique. Pareil, les avis fluctuent beaucoup. Après Barcelone, on se dit incroyable. Finalement, les petits jeunes du PSG arrivent à gagner à Barcelone. On a fait un épisode là-dessus. Est-ce que le PSG va pas y aller avec ses petits jeunes jusqu'au mois de janvier, le temps de récupérer tout le monde? Oui, mais depuis, il y a eu des blessures. Oui, mais ces blessures de Nuno Mendes. Je pense que sur cette séquence-là, où le Paris Saint-Germain, avec tous ses blessés, arrive à être premier de Ligue 1 et à être en bonne position en Ligue des Champions, ça marche. Je demande à voir à partir du mois de janvier, février, avec les matchs à élimination directe, sans Hakimi, il faut récupérer tous les blessés. Qualitativement, pas de souci. Quantitativement, je me pose plus de questions. Sur les blessures de type usure physique, ce qu'on voit avec Barcola un peu en ce moment, Doué, etc. Ça, ok, on pouvait le prévoir compte tenu du calendrier. Personne ne pouvait prévoir qu'Hakimi allait se péter 2 ou 3 mois. C'est des choses. Ça, franchement, quand on a vu l'enchaînement qu'il a fait avec les JO, il joue quasiment tous les matchs, Achraf Hakimi. Mais c'est pas claqué, il s'est fait découper la cheville. C'est vrai aussi, mais une blessure musculaire, mais ça aurait pu il aurait pu avoir cette blessure-là aussi. Je veux dire qu'on pouvait pas l'anticiper. T'as tout à fait raison. Mais je veux dire que ce soit là au mois de novembre ou au mois de mars, avril, à un moment donné, et même au Paris Saint-Germain, je sais qu'il se disait, on croise les doigts et on voit jusqu'on peut aller avec Achraf Hakimi parce que c'est un joueur qui récupère super bien. C'est-à-dire que quand ils font des tests, quand ils font des examens, on en parlait sur RMC Sport, des prises de sang, etc. Achraf Hakimi est toujours à 100%. Lui, il veut toujours jouer, donc forcément, on le met sur le terrain. On se dit, on va peut-être pas recruter à ce poste-là, etc. Mais la réalité, c'est que vu le nombre de matchs qu'il a joué, ça reste un humain et on se doutait bien qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il peut avoir un pépin physique. Mais Luis Enrique avait répondu sur ce. Complètement. Si on reste sur le poste d'arrière droit Hakimi, il avait répondu que pour lui, alors je sais plus s'il avait cité Warren Zaïre ou Joao Neves à l'époque, il avait dit pour moi il constitue des doubleurs. Donc c'est pareil, encore une fois, il avait rajouté pourquoi prendre un mec qui ne jouera pas et qui va très vite se frustrer sur le banc. Assumé, donc moi je vois pas de problème. Encore une fois, il y a 3 semaines ou 1 mois à Barcelone, on dit que tout va bien, que les petits jeunes vont progresser, ils vont gagner des matchs en Ligue des Champions, en championnat. Et là, 2 semaines après, on change d'avis. Moi, je suis pas d'accord. À la rigueur, on jugera à la fin de saison. À la fin de saison, si on voit qu'on s'est planté, que les blessures s'accumulent, continuent, persistent, et que les jeunes font pas l'affaire, là on dira ok, il y a eu plantade de la direction sportive et du coach. Pour l'instant, c'est compliqué. Comme l'a dit Luis Enrique, t'es premier en Ligue 1, t'es dans le top 5 en Ligue des Champions, t'as gagné la Super Coupe. Bon, attendons un petit peu avant. Juste un mot pour terminer peut-être sur Zabarni et sur Lucas Chevalier. Je pense qu'on a au Paris Saint-Germain en tout cas et les supporters peut-être qu'ils ont été mal habitués par rapport à ce qui s'est fait avant et notamment à ce recrutement 2024 où arrive Pacho, Désiré Doué et Joao Neves. Avec Safonov aussi, il y avait eu 4 recrutements. Il y en a, je parle pas de Safonov, mais sur les 4, sur les 3 joueurs de champ, il y en a 2 qui ont très très bien fonctionné tout de suite, Pacho et Neves. Désiré Doué qui a mis sur l'exemple de Désiré Doué, effectivement. Et c'est vrai que là, on attendait peut-être un petit peu la même chose avec Chevalier et Zabarni, 2 joueurs qui arrivent et qui sont performants tout de suite. Mais Désiré Doué et peut-être que sur le mode de Désiré Doué, il leur faut un petit peu plus de temps pour notamment assimiler le jeu avec ballon, sans ballon. C'est quand même assez technique et ça coule pas de source en fait. Et si on prend les 2 postes, pardon, excuse-moi François, si on prend les 2 postes en question, gardien, je vais pas citer l'exemple de Donnarumma qui a mis du temps à s'acclimater, et même derrière, souvenez-vous les premières saisons, j'en parlais tout à l'heure, les premiers mois de Hakimi et Nuno Mendes quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on leur mettait pas sur leurs errements défensifs. Moi je me rappelle Hakimi, ce qu'on lui mettait à chaque émission parce qu'il se plantait à Dortmund, etc. Nuno Mendes, on n'en parle pas, on disait c'est bien, il est rapide, il attaque, mais derrière c'est faible. Voilà, enfin, je veux dire, Marquinhos, pareil. Si on se replonge en 2013, Marquinhos, au début, c'était compliqué. Alors, c'est vrai que depuis le début de la saison, et là, on parlait du renouvellement d'effectifs, on a l'impression, comme tu le dis Clément, que Luis Enrique, il n'avait pas envie de trop bouger à de trop toucher à cet effectif-là. Il y a quand même eu un petit changement de discours. On va voir, en lisant entre les lignes, on va écouter ce que disait Luis Enrique, c'était avant la trêve internationale, où il parle de ce mercato d'hiver. Écoutez-le quand même, parce que potentiellement, ça pourrait bouger. Écoutez. On est ouvert tout le temps à les mercato, à les différentes possibilités que tu peux avoir, mais pas urgence, pas de préoccupation. Et quand nous faisons une planification, nous pensons non seulement les choses positives, mais aussi les négatives. Et en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des blessures, bien sûr. Mais je pense que toutes les équipes ont des blessures. Et en ce sens-là, on est calme et tranquille et ouvert
comme d'habitude, mais pas de préoccupation. Ouvert tout le temps au mercato, même si évidemment il rappelle que ce n'est pas une urgence au Paris Saint-Germain. Forcément, Fabrice, je te pose la question. On sait que Luis Enrique, il touche pas beaucoup à son effectif. On va voir d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, les différents mercatos d'hiver sous Luis Enrique. Il y a eu une première année où c'est Moscardo et Beraldo qui sont arrivés. Et puis l'année ensuite, Kvaratskhelia, qui pour le coup a changé la donne au Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG peut être actif cet hiver? Est-ce que Luis Enrique, parce que c'est lui quand même qui décide? Avec Luis Campos, oui. Luis Campos, il fait part des besoins. Luis Campos voit ce qu'il peut faire et il tranche sur les profils. Hiver. Oui, clairement oui. Est-ce que maintenant ils vont le faire? Ça, c'est une autre question et je ne peux pas employer l'affirmative. Mais c'est vrai que il y a, en tout cas, si jamais, et c'est vraiment moi ce qu'on me dit au niveau de l'état-major du club, c'est que s'il y a une possibilité de faire un joueur comme Kvaratskhelia, un top joueur qui va vraiment apporter un plus, ils vont pas se gêner. Tu le fais rarement l'hiver, un Kvaratskhelia, parce qu'il faut se rappeler que Kvaratskhelia, ils étaient déjà dessus sur l'été, exactement. En fait, c'était la continuité, c'était l'aboutissement d'un travail qu'ils avaient déjà entamé. C'est vrai, mais il y en a d'autres comme ça. Et parfois, il y a des dossiers qui ne sortent pas et ils travaillent déjà dessus depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est un jeune à fort potentiel qui va peut-être pas apporter tout de suite immédiatement dans l'effectif, mais qui peut être un joueur qu'ils vont acheter justement pour pas qu'il aille ailleurs l'été prochain. Une opportunité de marché. Ça aussi, c'est étudié par le Paris Saint-Germain. Mais globalement, ce qu'on me dit, c'est que s'ils peuvent se renforcer avec des joueurs intéressants qui rentrent dans la grille salariale, ils le feront, mais il n'y a pas une envie obsessionnelle de recruter à tout prix. Il n'y a pas, on veut trouver absolument un arrière droit parce qu'on voit qu'Hakimi est blessé, qu'il va. Non, et je pense que ce ne sera pas la priorité. C'est normal que son discours évolue aussi entre novembre et septembre. Depuis 2 mois, il a vu peut-être le vrai état de forme de Dembélé. Il a vu que Barcola lui-même l'avoue est un peu cramé. Il a vu qu'il y a des joueurs là qui se sont pétés pour 5, 6, 7 semaines. Moi, je trouve pas ça incohérent de dire une chose en septembre en disant on n'a pas besoin, on a besoin de personne, et en novembre dire peut-être qu'on va regarder les opportunités compte tenu de l'état concret de l'effectif aujourd'hui. Voilà. Après, je pense que Kvara, ça peut faire jurisprudence. Effectivement, s'il y a une bonne opportunité. Là où Julien a raison, c'est vrai que Kvara, le dossier a été travaillé depuis assez longtemps. Après, on va en parler. Non, mais je pense que c'est un discours de circonstance aussi de la part de Luis Enrique. On est à 1 mois, 6 semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Il ne va pas se priver s'il y a des opportunités. C'est dans l'objectif, effectivement, de renforcer à chaque fois l'effectif. Quelqu'un qui pourrait apporter un plus, parce que le précédent Kvaratskhelia, pour le coup, il apportait quelque chose qu'il n'avait pas dans son effectif. C'est pas le cas de Beraldo. Enfin, Beraldo, allez, en partie, mais Beraldo, le doublé Beraldo, ça nous rappelle un peu Everton Souza. Je n'ai pas les infos, mais je suis pas sûr que s'il y a renfort, ce soit derrière, par exemple. Moi, je pense que derrière, ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont. Et à mon avis, ce serait plus comme à l'instar de la saison dernière, plus sur le secteur offensif. Quelqu'un qui pourrait concurrencer peut-être. Ouais, en fait, derrière, s'il y a, c'est une opportunité vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit jeune qui pousse, qui peut être décisif l'été prochain. C'est compliqué. Après, ça va être plus effectivement sur les postes offensifs parce qu'il y a beaucoup de blessés. Donc, c'est effectivement, mais encore une fois, ils regardent aussi par rapport aux opportunités. Ils se projettent aussi déjà par rapport à l'été prochain. Donc c'est un travail de longue haleine qui est effectué par la cellule de recrutement et notamment par Luis Campos. Bon, dans un instant, on va avoir la liste, pas de Luis Campos, mais c'est pas mal quand même, de Julien Taxis, de Clément Pernia. Et puis tu pourras évidemment, Fabrice, dire s'il se trompe complètement. Tu n'hésiteras pas. Tu vas pas être déçu, je pense. Et puis on va parler aussi du cas Upamecano, parce que si vous lisez rmcsport.fr, vous êtes au courant, mais sinon, on va vous apprendre des petites choses sur le défenseur du Bayern. Restez avec nous. Deuxième partie de cette spéciale mercato dans After Paris, c'est tout de suite. Deuxième partie d'After Paris avec notre monsieur Mercato à RMC, c'est Fabrice Hawkins qui nous fait le plaisir d'être avec nous aux côtés de Julien Taxis et de Clément Pernia pour parler donc de ce Mercato. On en parlait de l'hiver, on va se projeter aussi peut-être sur les saisons prochaines avec des cas peut-être au Paris Saint-Germain, des joueurs qui peuvent intéresser le PSG. Donc sur RMC Sport, Fabrice, tu nous révélais cette semaine que le PSG était très intéressé par Dayo Upamecano. Évidemment, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés par le défenseur du Bayern et on les comprend. Où on en est de ce dossier? Qu'est-ce que peut vouloir le PSG par rapport au défenseur français? Pour Dayo Upamecano, l'équation elle est simple. Il est en négociation avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire négociation avancée parce que ça fait un long moment maintenant qu'il y a des tractations. Là, au mois de juin. Il est en fin de contrat, exactement. J'allais y venir. Et la situation, elle est simple, comme je le disais. C'est soit il prolonge avec le Bayern Munich, donc il accepte le contrat qui lui est proposé, sachant
sachant qu'il est en position de force parce que il arrive en fin de contrat, tu l'as dit, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde et en plus, il y a pas mal de clubs et de grands clubs qui lui font la cour. Donc soit il prolonge, ou alors, s'il ne prolonge pas, effectivement, et on le révélait sur RMC Sport cette semaine, le Paris Saint-Germain, et ça c'est pas une hypothèse, il n'y a pas de conditionnel, il aura une offre du Paris Saint-Germain sur la table. Donc après, à voir ce qu'il va faire, parce qu'il y a le Real Madrid aussi qui s'intéresse à lui, d'autres clubs aussi, est-ce qu'il y a un Liverpool monde peut venir. où le Bayern veut prendre un petit billet et ça se passe cet hiver ou pas Mécano? Non, j'y crois pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a un petit monde où il fait monter les enchères pour jouer la prolongation? Regardez, c'est de là. Après, c'est des négociations qui se font avec les agents, avec les directeurs sportifs dans tout. En plus, son agent, c'est Moussa Sissoko à Paris. Bon, on le connaît très bien, puisque c'est quand même l'agent d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Randal Colomoni qui est toujours sous contrat. Donc, c'est aussi le jeu de la négociation. Mais ce qui est certain, c'est que là, il est vraiment en position de force et que si Paris peut s'engouffrer pour essayer de faire un coup, comme il avait fait avec d'autres joueurs, justement, de cet agent Moussa Sissoko, ils vont pas se gêner. Alors, juste avant de vous entendre sur Upamecano, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis, on va l'écouter. C'était lors du rassemblement des Bleus. Il a été interrogé sur l'intérêt du PSG. Écoutez Dayot Upamecano. C'est un très très grand club avec un super coach, avec des magnifiques joueurs. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern de Munich et l'équipe de France. La saison, elle est encore longue. Et voilà, j'ai un agent pour ça. Et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. Bon, évidemment, interrogé dans le cadre d'équipe de France, c'est compliqué. Oui, mais il répond quand même. Ouais, j'ai vu, il ferme pas la porte. Pour moi, tu sens que l'image du PSG a changé. Il ouvre la fenêtre. Ah, carrément. Carrément. Par exemple, William Saliba, voilà, on lui posait la question récemment, il était dans la même situation, il devait prolonger, etc. Et William Saliba, il a été très clair. Il a dit, moi, je veux prolonger Arsenal. Et il fermait toutes les portes, alors que le Real était là. Et pour le coup, le Real voulait réellement William Saliba. La même situation se profile pour Dayot Upamecano. Et là, comme vous disiez, il ferme pas du tout la porte. Grand club, super coach, super équipe, mon agent gère ça. Il y a quelques petits faisceaux de... Pour toi, il y a des indices qui la font que la fenêtre est ouverte. C'est tout à fait possible de voir Upamecano. Est-ce que c'est souhaitable? Oui. J'ai pas d'avis. Honnêtement, j'ai pas d'avis tranché. À un moment donné, il y avait aussi la rumeur Konaté. Ce qui est sûr, c'est que je préfère Upamecano à titre personnel. Je le trouve plus régulier dans ses performances. Je trouve qu'il correspond plus au style de jeu du PSG. Après, c'est toujours pareil. Tu prends Upamecano, quid de Marquis? Parce qu'Upamecano, il n'est pas là pour apprendre aux côtés de Marquinhos. S'il vient, je suppose qu'il vient pour être titulaire. Quid de Zabarni. Quid de Zabarni. Quid de son état physique. C'est un joueur qui a subi beaucoup de blessures quand même ces dernières années. Donc c'est toujours pareil. Je dis pas non, mais c'est pas non plus un immense oui de mon côté. Moi, c'est oui tous les jours. On a 3 très grands défenseurs centraux en France avec, on vient de les citer, William Saliba et Konaté. Upamecano a marqué les esprits aussi lors de son match au Parc des Princes. Et il en parlait en conf de presse. Pour moi, Upamecano, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'était un petit peu Koscielny jusqu'à il y a 6 mois, 1 an. Défenseur très rugueux, très bon, mais qui se plantait, craquait souvent, un penalty une fois. Là, franchement, on a l'impression qu'il a pris en maturité et son match au Parc au côté. Alors certes, voilà, grosse charnière avec Jonathan Tah à côté. Défense très basse. Non, franchement, Upamecano, c'est ce qui se fait. C'est top 5 à l'heure actuelle en Europe. Et Upamecano, pas 5e. Je demande à voir. Bon, alors on va suivre évidemment. Fabrice va suivre de très près l'avenir d'Upamecano au Bayern. Avec nos petits moyens, on va essayer de se renseigner sur ce qui se passe. T'es au téléphone, à la moitié de l'émission, ça y est, t'es dessus, t'es sur le dossier. Les prolongations de contrat, ça c'est un domaine important. Certes, ce ne sont pas des joueurs qui potentiellement pourraient arriver au PSG, mais qui pourraient rester au PSG. On va voir d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, les dates de la fin du contrat de certains joueurs. Pour les plus urgents, c'est Fabian Ruiz, Mayoulou et Ibrahim Mbaye, c'est 2027 pour ces joueurs-là. On va en parler, mais juste avant, puisque c'est l'actualité quand même chaude, il y a une bonne nouvelle qui se profile pour le PSG, justement au niveau défensif, c'est pour Pacho. Oui, Pacho. Lui qui est en contrat jusqu'en 2029. Exactement, qui a prolongé donc au Paris Saint-Germain. Alors ce ne sera pas annoncé maintenant, parce que vous le savez, le Paris Saint-Germain a pour habitude d'attendre un petit peu, d'avoir 2, 3, 4 prolongations de contrat pour les annoncer de manière groupée, ce qui permet aussi de ne pas tout concentrer sur une individualité. On se souvient du maillot de Kylian Mbappé et de cette date au Parc des Princes. Pas la bonne. Ils veulent plus, ils veulent fonctionner différemment en mettant vraiment en avant le collectif, et c'est pour ça qu'ils font ça. Donc Pacho, on le révélait aujourd'hui, a signé au Paris Saint-Germain il y a de ça quelques jours, contrat jusqu'en 2030. Le Paris Saint-Germain a fait une exception en quelque sorte, parce que ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils laissent le joueur
entrer dans sa 3e année de contrat. C'est ce qu'ils font actuellement, par exemple, avec des joueurs comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé. Et là, il leur propose un nouveau contrat. Là, avec Pacho, il fallait aller vite parce qu'il avait un salaire qui était vraiment très bas par rapport à son statut il y avait actuel. du monde, il y avait un peu le feu Au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es titulaire et tu es champion d'Europe, tu vas toquer à la porte et tu dis bon, comment on fait? Lui, dans le top 5, il est combien dans le top 5 de tout à l'heure? Il est bien, il est dans le top 5 aussi. Et donc oui, il a prolongé son contrat, Willian Pacho, et maintenant la direction sportive se concentre sur les joueurs qu'on a vus tout à l'heure pour essayer aussi d'avoir des extensions de contrat. Mayoulou, Mbaye, ça ce sont les joueurs donc les plus urgents, 2027. On l'a dit. Après l'urgence, c'est je pense. Il y en a d'autres. Pour la direction sportive et pour le PSG, je pense que le plus urgent actuellement, notamment de par la place qu'il a dans le 11, et parce que s'il venait à ne pas prolonger, ça poserait des questions de remplacement qui seraient urgentes. Pour moi, le plus urgent aujourd'hui, c'est Bradley Barcola. C'est un dossier vraiment, je ne vais pas dire sensible, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais concrètement, s'il ne prolonge pas cette saison, Bradley Barcola, les portes lui seront ouvertes l'été prochain si un club arrive. Oui, parce qu'ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu ces dernières années avec des joueurs qui vont au bout de leur contrat, notamment Kylian Mbappé. Et cet exemple-là a conduit le Paris Saint-Germain à changer un petit peu de méthodologie. Et aujourd'hui, c'est pour ça que dès qu'ils arrivent dans leur 3e année de contrat, ils proposent quelque chose de nouveau avec la volonté justement d'avoir des joueurs qui sont liés au club sur le long terme. Sans vouloir faire non plus de folie au niveau salarial quand même, ça c'est la nouvelle donne. Et ouais, c'est la nouvelle donne et parfois on l'a vu avec Donnarumma. Donnarumma c'est encore autre chose parce qu'ils voulaient s'en séparer, très honnêtement, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain gagne beaucoup d'argent, en tout cas ça rentre, ça sort aussi beaucoup mais ça rentre. La masse salariale a baissé considérablement. La masse salariale, quand tu perds Messi, Mbappé, Neymar, forcément avec des joueurs qui pour certains gagnent 100 millions d'euros net annuels, la masse salariale ne peut que baisser, mais force est de constater qu'ils auraient pu, comme d'autres clubs par exemple, vendre beaucoup ou se séparer justement de ces joueurs-là qui gagnaient beaucoup et en recruter d'autres justement qui avaient sensiblement les mêmes salaires, et c'est pas du tout ce qu'ils font. Ça étonne parfois certains entourages, certains même directions sportives, ça a pu parfois crisper Bournemouth dans la négociation Zabarni Paris Saint-Germain et Bournemouth Paris Saint-Germain l'été dernier, mais en tout cas le Paris Saint-Germain tient le cap et ne veut pas donner des salaires astronomiques à ses joueurs, ceux qui arrivent et ceux qui prolongent. C'est normal, c'est un des enjeux évidemment de cette saison aussi, les prolongations de contrats, et dans After Paris on vous tiendra informé. Je crois que c'est le moment maintenant de sortir vos petites listes que la France attend. Julien Taxis, Clément Pernia, vous êtes attendus parce que je pense que, n'hésitez pas en commentaire encore une fois sur YouTube, laissez vos vœux, vos souhaits. Alors essayons quand même, et je sais que Julien toi tu l'es, d'être pragmatique, de ne pas trop rêver non plus, même si maintenant au PSG on peut rêver d'avoir des joueurs intéressants. On en fait un chacun. On t'écoute. Non, on va écouter la liste d'abord de Julien. Et puis si jamais Fabrice, tu veux dire, tu peux oublier, t'hésites pas, d'accord ? J'ai essayé d'être pragmatique et cohérent, d'aller chercher des joueurs jeunes, polyvalents, à fort potentiel, pour la plupart, même s'il y a une ou deux exceptions près. J'ai beaucoup cherché au poste de latéral droit, j'ai rien trouvé. Diego Moreira à Strasbourg m'intéresse beaucoup. Valentin Barco, des joueurs qui peuvent jouer quasiment sur tout le couloir, voire dans l'axe, des profils techniques, jeunes, fort potentiels, qui peuvent plaire à Luis Enrique. Un dossier dont on avait parlé l'été dernier, c'est Magnès Akliouche aussi, sur la ligne offensive, qui lui aussi peut remplir plusieurs postes. Et puis c'est des débats en plateau, Magnès Akliouche. Ça, pour moi, c'est des débats en plateau. Ça n'a jamais vraiment existé. Il n'y a jamais vraiment eu de contact pour l'amener concrètement. Il est apprécié comme beaucoup de joueurs, mais il n'y a jamais eu de contact vraiment entre Paris Saint-Germain et C'était la volonté de préserver peut-être l'équilibre du groupe et laisser un petit peu plus de place à des joueurs comme non seulement Désiré Doué, je pense Seny Mayoulou aussi, qui avec un Magnès Akliouche. Je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr. Mais dans la liste là, il y a des joueurs qui ont été contactés. Mais je te laisse. Je sais. Alors je termine avec Eric Garcia parce que le nom est sorti et pour le coup central, latéral droit, c'est le seul latéral droit que j'ai trouvé qui m'intéresse. Et puis à l'étranger, parce qu'il y a aussi parfois des petites opportunités sur des joueurs en situation d'échec. J'ai mis Rodrigo, même si Rodrigo ça paraît compliqué. Et puis et pourtant c'est très pertinent. Et mon crush c'est Julian Alvarez, et lui j'ai vu qu'il y avait quelques jours dans la presse espagnole avait expliqué qu'il avait été contacté par le Paris Saint-Germain. Lui-même. Après il y a des joueurs qui sont contactés, il y a des
La difficulté, c'est de savoir jusqu'où les contacts vont et quelles sont les réelles intentions. Aujourd'hui, il y a tellement de clubs qui sont contactés, juste des prises de renseignements. C'est-à-dire que Luis Campos ou un de ses adjoints va appeler un agent simplement pour savoir quelle est la situation du joueur. Ça, c'est une prise de contact. Tu vois. Et Luis Campos peut aussi appeler le joueur. Est-ce qu'il y en a un qui est pertinent dans cette liste ? Et essayer d'aller un petit peu plus loin. Tu vois, c'est ce que j'essaye de te dire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il décroche, il prend son téléphone pour appeler que ça va se faire. Cet hiver ou moyen terme, cet été, te paraît pertinent dans cette liste ? Rodrigo, c'est le plus... Ok. Ouais, Rodrigo, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il regarde de très près, parce que c'est un joueur intéressant, parce qu'il rentre totalement dans ce que souhaite faire Luis Enrique. Et après, il peut se passer beaucoup de choses. Clément, là, à ton tour. Moi, ça a été la liste de Noël. Vas-y. Tu verras. Mais avec une forme de cohérence par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, j'ai pas mis de défenseur. Moi, je pense que si le PSG se renforce, c'est plutôt en milieu et devant. Et des joueurs polyvalents. Plutôt. Après, est-ce que c'est réalisable ou pas ? On verra. Le premier, moi, c'est même pas mon crush, c'est mon chouchou, c'est Julian Alvarez. Vous avez le même chouchou. D'accord là-dessus. Très apprécié. Alors Alvarez, je le suis depuis ses débuts à Manchester City, quand il était encore doublure à la fois d'Haaland et de De Bruyne, parce qu'il jouait un coup en 10, un coup en 9. Et je trouve que c'est vraiment un joueur, mais 100% compatible avec le PSG. Il est polyvalent, il peut jouer faux neuf, ce fameux poste de faux neuf qu'on a beaucoup évoqué au PSG. Il peut jouer sur les côtés, il peut même jouer en milieu de terrain et reculer un petit peu dans une forme de relayeur. C'est un tireur de coups de pied arrêtés. Et peut-être que la marge de progression au PSG, c'est aussi au niveau des coups de pied arrêtés. Il tire super bien les coups francs et les pénaltys. Il court beaucoup, il a une dimension athlétique énorme en termes de pressing, d'effort pour le collectif. Et d'une intelligence rare dans les déplacements. Voilà. Donc pour moi, Alvarez, tu me dis PSG compatible, je te dis lui. Et en plus, il y a eu des rumeurs. Toutes les cases. Voilà. Ensuite, mon petit chouchou de première ligue la saison dernière, Morgan Rogers d'Aston Villa. Joueur très jeune, plutôt numéro 10, mais qui peut aussi jouer sur les côtés, très technique, assez rapide. Bon en finition et très bon à la dernière passe. Donc voilà, moi Rogers, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Il avait marqué au Parc. Ouais, il a un début de saison compliqué. Il connaît un début de saison un peu plus compliqué avec Aston Villa, mais il a 23 ans. Et je pense que c'est vraiment un joueur qui pourrait aussi cocher les cases. Pareil, hein, il pourrait jouer dans les trois du milieu. Joelinton, alors là on rêve un peu plus, mais alors je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il manquait d'impact au PSG. Il manquait de dimension athlétique en milieu de terrain. On était une équipe de gentils. Parfois sur les coups de pied arrêtés, on souffrait beaucoup et on l'a encore vu en Ligue des Champions. Joelinton, voilà, il coche cette case, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Alors le dernier, Cucho Hernandez. Ça c'est mon petit kiff du début de saison. Cucho Hernandez du Betis Séville qui met un paquet de buts en ce début de saison, qui est arrivé l'année dernière au Betis Séville, qui provient des États-Unis. Il est jeune, il a 25 ans, il est colombien. Et quand on sait que Gonzalo Ramos ne fait pas forcément l'affaire auprès de Luis Enrique, pourquoi pas une petite trouvaille comme ça en Ligue 1. On va justement voir quelle influence vous avez auprès du Paris Saint-Germain si un de ces joueurs arrive au PSG prochainement. Ou auprès de Fabrice Hawkins peut-être. Non, mais c'est des bonnes listes, hein, franchement. C'est des listes intéressantes. Je rêve un peu. Je m'étonne que vous n'ayez pas mis un joueur dont on a beaucoup parlé. Et moi que j'aime beaucoup, c'est Osimhen. Mais peut-être. Osimhen, j'y crois moins. C'est compliqué. Osimhen à l'été 2023. S'il avait dû venir, pour moi, il serait venu à l'été 2023. Il y a des vrais contacts et lui, pour le coup, il était prêt. Son sac était fait. Il attendait juste le coup de fil pour prendre l'avion. Mais bon, moi, j'aime bien le masque comme ça. Kolo Muani l'aura bientôt. C'est pas mal. Randal Kolo Muani l'aura bientôt. Tu pourras le voir en équipe de France, le masque. Parfait. Peut-être même qu'il va revenir cet été au PSG. Info. Mais non, c'est pas une info, il est prêté. Restez, alors on verra. Bon, ça sera peut-être dans un autre épisode d'After Paris. Merci beaucoup Fabrice, merci mille fois pour toutes ces infos et tu reviens évidemment quand tu veux pour toutes les infos Mercato. Merci Julien, merci Clément Pernia. Je rappelle Paris United pour te retrouver aussi sur YouTube notamment. Sur YouTube, donc les épisodes d'After Paris et puis le podcast bien sûr. Vous le savez, sur toutes les plateformes d'écoute sur RMC. À très bientôt, salut à tous. RMC After Paris.